Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à ce 13e épisode du balado Passé décomposé, axé sur l'histoire de la Nouvelle-France ainsi que la généalogie. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux en ce 13e épisode. En plus qu'on est un vendredi, donc vendredi, 13e épisode, mais non, ne vous en faites pas. On est très heureux de vous retrouver une fois de plus. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et comme à l'habitude, je suis bien entouré par mon fidèle collaborateur Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume, bien, je le sais pas, mais entouré très certainement. Oh, J'espère que ça va sûr. bien. Je connais ton aversion pour l'hiver, le mois de mars. On va bientôt sentir les poubelles qui dégèlent. Donc, ça veut dire l'arrivée du beau temps des bourgeons. Donc, remets-toi un sourire, Guillaume. Comme disait mon préféré, François Pérusse, les journées rallongent. Oui. Donc, moi, je suis bien heureux. Cet épisode est présenté par généalogie-québec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Pour notre actualité généalogique, je suis tombé sur un article du mois de décembre 2025 qui parlait de la SGD, la Société de généalogie de Drummondville, parce que la SGD remettait des prix pour le travail de leurs bénévoles. Toutefois, une petite phrase a attiré mon attention, soit celle qui parlait de projet de famille, une idée qui était déjà en cours de production, mais on expliquait que très peu qu'est-ce qu'était le projet exactement. J'ai donc communiqué avec M. Claude Verrier, le président de la SGD, pour en apprendre davantage. Il m'a expliqué que c'est un projet qui s'est fait en 3 temps. Le but est que les citoyens et les visiteurs apprennent à connaître les lieux et les personnages importants de la ville, et ce, grâce à des codes QR. La deuxième phase était que dans les cimetières et les églises, donc sur certains monuments dans les cimetières, on puisse avoir un code QR pour des personnes qui ont été marquantes pour la ville ou encore sur l'histoire de l'église. Et en ouvrant le code, ça nous donnait un texte d'environ 250 mots qui expliquait brièvement qui était cette personne ou ce lieu. Juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas c'est quoi un code QR, ça se peut. Le code QR, là, c'est un petit symbole graphique là, qui est un petit dessin noir et blanc généralement, là, qui a des petits carrés de couleur de noir et de blanc avec lesquels on va être capable, à l'aide de notre téléphone intelligent, la caméra de notre téléphone, on prend comme une photo de ce petit code-là, puis dans le fond, le code contient une référence qui nous permet d'accéder à de l'information sur notre téléphone. Donc, en lisant, faisant la lecture de ces codes-là avec notre téléphone, ben, on a un texte. C'est comme si on avait une affiche qui nous apparaît dans notre téléphone quand on arrive à côté des objets ou des lieux qui possèdent ces codes QR. Et beaucoup plus facile à entretenir quand c'est sur le web que quand c'est une vraie... Oui, parce que tu ne refais pas l'affiche, tu fais juste changer le texte sur le site Internet, puis l'information se met à jour. Donc, on peut mettre à jour sans refaire physiquement les trucs. Exactement. Monsieur Verrier m'a également informé que... En plus du texte de 250 quelques mots, il va y avoir des liens et des sources à suivre si jamais le lecteur a envie d'en apprendre davantage sur la personne. Il veut maintenant mettre des codes QR pour les piétons au coin des rues nommées en l'honneur de gens importants, dont la rue Hériot à Drummondville. Une rue populaire dans Drummondville. Ben, en fait, cette rue-là est en l'honneur de Frederick George Heriot, qui est fondateur de la ville de Drummondville. Aujourd'hui, on le prononce plus en français, Hériot, mais de base, c'était un anglophone. Pour trouver les rues ayant une signification, il y a quand même un grand travail de recherche dans la documentation des échevins de l'époque. Ce sont eux qui nommaient les rues et souvent dans la documentation, ils vont être en mesure un peu de comprendre la raison derrière la nomination. Selon M. Verrier, le projet pourrait être en place à partir du mois de juillet de cette année. Wow. Martin, est-ce que tu aurais une capsule historique de mots du jour à nous présenter? Oui, on a un petit mot du jour, on écoute ça tout de suite. Le mot historique du jour. Les bottes de bœuf sont des chaussures traditionnelles québécoises et de la Nouvelle-France faites avec le cuir des bœufs robustes, souvent inspirés des mocassins autochtones, mais utilisant un cuir tanné plus épais, créant ainsi un soulier souple, durable et confortable, populaire auprès des colons et des paysans de la Nouvelle-France.
On n'a pas juste les airs de bœuf, on a les bottes de bœuf. Oui, c'est un peu l'ancêtre du cuir. Ouais. D'après moi, au niveau de l'odeur, par exemple, dans les années 1600-1700. Ça devait pas être terrible. D'ailleurs, on rappelle à nos auditeurs qu'on a eu un épisode il y a... Sur les vêtements, sur les vêtements. Et on parlait justement dans cet épisode des bottes de bœuf, entre autres. Avec un épisode qui sort aussi près du 8 mars, c'était impossible pour nous de ne pas dédier notre épisode à la place des femmes au travers les années, ainsi qu'aux femmes qui auront marqué leur époque à leur façon. Le 8 mars est souvent nommé à tort la journée de la femme, alors qu'il s'agit de la journée internationale des droits des femmes, ce qui est grandement différent parce que c'est pas une journée pour offrir des fleurs à votre conjointe ou à votre mère, mais plutôt une journée pour se rappeler à quel point les femmes ont dû se battre pour avoir une place dans la société. Et même si notre balado traite de la Nouvelle-France, je vais vraiment passer au travers des 400 quelques dernières années en une vingtaine de minutes parce que je trouvais ça important de savoir l'histoire complète, à mon avis. Et là, je sais, on est deux hommes qui parlent de ça, mais on est deux hommes mariés avec des femmes, on a eu une maman, on a des filles. On trouve ça important, même si on est des hommes, de rendre hommage aux femmes qui ont marqué notre société. Tout à fait, c'est fait plein de bienveillance et de bonnes intentions. Tout à fait. Si on se ramène au début de la canalisation, de la colonisation, dis-je, c'était quoi la place des femmes dans la société à cette époque-là? Ben pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de textes de Dominique Deslandres, qui est historienne et autrice, pour préparer le sujet. Elle parle de femmes fortes, contemporaines, qui ont marqué les débuts de la Nouvelle-France, comme Marie de l'Incarnation, Madeleine de la Pelletrie, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois. Mais force est de constater que ces femmes ne sont que quelques exceptions, malheureusement, même que pire que ça. Au début, en fait, dans les années 1660 environ, va arriver dans l'imaginaire collectif le personnage de Lustucru, ou le père Lustucru, qui était un forgeron et médecin qui, pour son travail, allait réformer la tête des femmes à l'aide de ses outils de forgeron pour corriger leur caractère. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on part de loin. Ouais. Dans différents textes et pièces de théâtre, Lustucru parle des femmes comme étant des criardes, des diablesses, des enragées et même comme étant des insupportables. On va ridiculiser la femme comme on l'a longtemps ridiculisé les newfies à l'époque. D'ailleurs, petite anecdote, là, j'entendais plus jeune des blagues de newfie. Ça m'a pris des années avant de savoir qu'un newfie, c'était pas un synonyme d'imbécile. C'est un habitant du Newfoundland qui est Terre-Neuve en anglais. Donc, donc, on voit comment ça peut marquer des les Québécois, c'est les newfies, les Français, c'est les Belges. On est toujours la tête de Turc de quelqu'un. Là, je vais vous apprendre quelque chose. On est la tête de Turc d'autres régions du Canada. Clairement. Donc, on vit assez bien avec ça quand même. Et donc, à l'époque, c'était la femme, la tête de Turc. Est-ce que les femmes vont se laisser faire face à cet état de fait-là ou elles vont essayer de remettre un peu les hommes à leur place? Il y a quand même certaines femmes qui vont essayer de se défendre et j'ai été agréablement surpris de lire ça. Dans les mêmes années que Lustucru, on va voir un courant littéraire qui va naître qui s'appelle la préciosité. Ce style littéraire cherche à mettre en avant-plan des femmes qui, en leur donnant des rôles importants. On va aussi utiliser un langage un peu plus soigné. On va mettre plus d'amour dans les livres au lieu de la galanterie. Bien évidemment, on va rire des précieuses, les précieuses étant le nom qu'on a donné aux femmes qui écrivaient. Mais tu vois, Martin, depuis environ 10 ans, on utilise le terme autrice pour parler des femmes au lieu de auteur avec un E. Eh bien, autrice n'est pas un néologisme. Bien au contraire, les précieuses féminisaient les métiers pour parler d'elles. Elles parlaient elles-mêmes d'autrice, de médecine, de peintresse, d'apothicairesse. Le but de cette utilisation de noms féminins était simplement de s'assurer que les noms allaient survivre au cours du temps, afin qu'on les utilise fréquemment, que ça fasse partie du langage courant. Malheureusement, on le sait que ça n'aura pas duré, justement avec le terme autrice qui est réapparu assez dernièrement. Cela dit, outre ces femmes qui vont décider de prendre un peu plus de place, la grande majorité des femmes de l'époque vont rester des mères au foyer sans identité propre. À l'âge adulte, une femme célibataire sera Mademoiselle X, fille de Monsieur X, alors que si elle est mariée, elle prend carrément le nom de son mari et pas juste le nom de famille. Je crois déjà l'avoir raconté, mais dans les années 90, ma grand-mère maternelle venait souvent nous garder, mon frère et moi. Ça lui arrivait de devoir signer nos agendas, nos devoirs, peu importe, et je me rappelle très bien de voir ma grand-mère signer Madame Gaston Melançon et ne pas comprendre pourquoi ma grand-mère ne signait pas minimalement son prénom.
Mais c'était comme ça dans ces années-là. Ceux qui ont fait de la généalogie avec des actes de baptême, durant les baptêmes, la femme ne signera pas, même si elle sait comment faire. Oui, souvent, elle sait, puis le mari, lui, ne le sait pas. Exactement. Puis même pire que ça, il arrivait que le père soit absent du baptême pour différentes raisons. Et même à ce moment-là, on ne fait pas signer la femme sur l'acte. Malgré ça, comme l'indique toujours Dominique Deslandres, les différents documents de l'époque prouvent qu'un homme ne peut pas vivre sans femme. Grand nombre de coureurs des bois et de voyageurs vont épouser une femme autochtone qui sera d'une grande aide dans différentes parties du travail de coureurs des bois. Les colons agriculteurs ne peuvent pas faire tout le travail seuls sans une femme qui va aider à la ferme, qui va pouvoir aller vendre des choses au marché. Plusieurs épouses d'artisans ou de commerçants vont également avoir la charge de l'administration ou de la finance. Il existe donc une certaine dichotomie entre l'importance de la présence de la femme, mais la place qu'on va lui donner réellement. Ah, tout à fait. Puis on en a parlé dans des épisodes précédents. Quand une femme décédait, l'homme qui avait des enfants, c'était vraiment rapide. Il se remariait très, très rapidement parce qu'il ne pouvait pas s'occuper des enfants, de la terre, puis tout ça. Donc, rapidement, il avait besoin d'une femme pour s'occuper des enfants. Donc, ça a démontré à quel point c'était un incontournable. Hein. Il devait rapidement se remarier. Vraiment. Mais malgré tout ça, on donnait que très peu de gratification pour ce travail-là, cette place-là. Mais si on se projette maintenant, Guillaume, au 18e et au 19e siècle, est-ce que la femme prend une place plus importante à ces époques-là? Ben, même si durant cette période, la place de la femme est encore grandement dans le rôle plus familial, on va quand même voir de plus en plus de femmes dans différentes industries. On va commencer à avoir plus d'ouvrières, des femmes domestiques, des commerçantes, des institutrices également. On va également considérer les femmes propriétaires dès 1791 en leur donnant le droit de vote. Indépendamment de leur sexe, toute personne qui est propriétaire pourra désormais exercer son droit de vote. Il y a quand même plusieurs femmes qui sont célibataires ou veuves qui étaient déjà propriétaires. Elles pourront donc désormais aller voter. Quelques années plus tard, en 1834, Louis-Joseph Papineau va déposer un projet de loi demandant de retirer le droit de vote aux femmes car il considère que les bureaux de vote sont, et je cite, dangereux pour le sexe faible. Ah ben oui, c'est dangereux. Un bureau de vote, là. C'est une citation, s'il vous plaît. Ne me citez pas hors contexte. Donc, c'est une citation de Papineau. Le projet de loi va être rejeté par Londres parce qu'on est sous le régime britannique à l'époque, mais sera finalement mis en place par le Parlement du Canada uni en 1849 qui va donc retirer le droit de vote aux femmes, même celles qui sont propriétaires. Dans les années 1800, j'ai parfois l'impression là, qu'on a reculé sur plusieurs aspects. En plus du droit de vote qui va être retiré en 1849, si on débute là, le siècle, on va criminaliser l'avortement en 1803. On va considérer qu'avant le 5e mois, ça va être une offense mineure et qu'après ce délai-là, ça va être la peine capitale qui va s'appliquer autant pour la femme que pour la personne qui aura avorté cette femme-là. En 1812, il y a Susanna Eliza Davis, qui est une jeune domestique de Beauport, âgée de 16 ans. Elle va porter plainte pour viol contre son employeur et au procès, le jury va la juger trop affectueuse et va acquitter son agresseur. Si présentement les points vous serrent, c'est normal. Il y a une femme toutefois qui va prendre en charge plusieurs femmes marginales, dont celles en difficulté, des anciennes détenues, des femmes plus vulnérables, et va créer l'Institut des filles repenties de Montréal, qu'on appelait en anglais The Montreal Magdalene Asylum. Le but de cet institut-là était de les accueillir, leur offrir un refuge, une formation et une réintégration sociale. Il y a plus de 300 femmes qui vont avoir bénéficié de l'Institut, mais comme ça ne rapporte pas d'argent et faute de financement, l'Institut va fermer seulement 4 ans après sa création. Donc, il y a quand même cette volonté-là des femmes de se réunir, de se soutenir, de faire partie intégrante de la société, mais on leur met très souvent des bâtons dans les roues. Au début des années 1900, on va voir très tranquillement renverser la vapeur. On va créer d'abord le Royal Victoria College à Montréal, qui est un collège universitaire réservé aux femmes seulement. En 1900, il y a une femme du nom de Dorimène Roy, qui est l'épouse d'Alphonse Desjardins, qui va participer avec son mari à la fondation de la première caisse populaire Desjardins de Lévis. Elle va travailler là-bas, elle va tenir la comptabilité, elle va accueillir la clientèle, même qu'à la mort de son mari en 1920,
elle va continuer de travailler au développement du réseau de la Caisse. Donc, on attribue beaucoup la Caisse Desjardins à Monsieur Desjardins, mais il y a Dorimène Roy aussi qui était là, qui a été très importante. On en a glissé un mot dans l'épisode sur la santé, mais il y a Justine Lacoste qui va fonder, appuyée par Irma Levasseur, l'hôpital Sainte-Justine. Cette Justine avait 2 sœurs, donc sa sœur Marie Lacoste, elle va écrire et publier le traité de droit usuel qui est destiné à aider les femmes à mieux comprendre leurs droits et leurs obligations. Et l'autre sœur, Thaïs, va quant à elle fonder l'Association des femmes conservatrices du Québec et va donner des conférences pour renseigner les femmes sur les enjeux politiques qui les touchent. En 1904, on va modifier le Code civil afin d'autoriser les épouses à signer certains types de contrats sans la présence de leur mari. Donc, on leur donne un peu plus de liberté. Je disais très tranquillement, hein? Je n'ai pas exagéré. En 1914, il y a l'Association des femmes d'affaires de Montréal qui va offrir un programme de formation commerciale. Il y a le célèbre Édouard Montpetit, professeur de droit à l'Université de Montréal, qui va donner 3 des 16 leçons à ce collège-là. En 1918, les femmes obtiennent le droit de vote pour les élections fédérales si elles possèdent des qualités qui donneraient à un homme le droit de voter, c'est-à-dire notamment l'âge, soit de 21 ans à l'époque. On va voir apparaître l'année suivante l'adoption du salaire minimum pour les femmes au Québec. Dès 1920, les femmes seront désormais admises à l'école du barreau du Québec. Dans les années 1930, on va voir des femmes comme Marie Travers, dite la Bolduc, ou alors la Poune, arriver sur nos scènes québécoises. En 1934, les femmes mariées pourront désormais avoir un compte en banque à leur nom et faire des transactions seules. 1934, c'est pas loin, pareil, hein, quand tu regardes. C'est fascinant, là. Ça veut dire que nos grands-parents, en tout cas mes grands-parents à moi, là, les tiens, un peu plus jeune. C'est ce que j'allais dire, ma grand-mère est née en 35, donc ça veut dire qu'à sa naissance, ça faisait seulement 1 an que les femmes pouvaient avoir un compte en banque. Moi, les miens, mes 2 grands-mères n'avaient donc pas le droit d'avoir de compte en banque quand elles sont nées. C'est impressionnant de dire ça, mais impressionnant dans le mauvais sens. Là, bon. À partir des années 1950, les femmes vont être en mesure de faire sensiblement tout ce qu'un homme a le droit de faire. Toutefois, il existe quand même un certain écart en termes de salaire, en termes de reconnaissance dans la société aussi. Une femme va avoir le droit d'aller travailler, mais ça peut être mal vu qu'elle ne soit pas à la maison de s'occuper des enfants. Donc, en termes de droits, les femmes les avaient. Par contre, en termes de valorisation, on est ailleurs. Cet enjeu est encore quand même assez présent de nos jours, surtout en termes de salaire. Personnellement, je travaille dans un domaine qui est qualifié de domaine de femmes, entre guillemets, et je vois l'immense différence de salaire entre, par exemple, moi qui réhabilite des adolescents délinquants et un travailleur de la construction. Puis attention, je dis pas que je suis mieux, je dis pas que je suis plus important, je dis pas que le travailleur de la construction est mieux ou plus important, je dis simplement que les métiers, je vais dire traditionnellement féminins, sont encore moins bien payés que les métiers traditionnellement masculins. Mon cher ami, on a une émission chargée aujourd'hui, puis je suis certain que tu as encore plein d'informations à nous donner. Mais étant donné que le temps avance, es-tu capable de nous donner des petits points d'information en rafale? En rafale, bien sûr. Oui. Donc, je vais y aller avec quelques noms importants dans l'histoire du Québec. D'abord, Marie Rollet, qui est l'épouse de Louis Hébert. Donc, c'est une des premières femmes européennes à s'installer définitivement en Nouvelle-France, et ce, en 1617. Ensuite, Jeanne Mance, cofondatrice de la ville de Montréal en 1642, qui a finalement été reconnue comme cofondatrice relativement récemment. Là, je pense que c'est il y a quelques années. 10-15 ans, tout au plus. Marguerite Bourgeois, fondatrice de la première école de la Nouvelle-France en 1658. Ensuite, il y a Eva Circé-Côté, qui est une pionnière féminine dans le domaine du journalisme au Québec, et ça en 1901. On pense aussi à Idola Saint-Jean, qui est leader du suffrage féminin du Québec dès 1913. Thérèse Casgrain également, première femme chef d'un parti politique au Canada en 1651. 1951. C'est pas ça que j'ai dit, je m'excuse. Ouais. Donc, 1951, elle n'aura jamais été élue, mais quand même, elle a été chef d'un parti politique. Il y a Michèle Thibodeau de Guire, qui a été la première femme diplômée en génie civil de la Polytechnique en 1963. On pense également à Monique Bégin, co-autrice de la loi canadienne sur la santé, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'assurance maladie nationale, ça en 1984. Et Julie Payette, qui est une des premières, qui est la première femme québécoise à aller dans l'espace en 1999, deuxième femme canadienne au total après Roberta Bondar, qui est ontarienne. Du côté des
Premières Nations, on a Mary Two Axe Early, qui est une militante Mohawk qui va avoir mené la bataille pour l'égalité des droits des femmes autochtones, et ce, dès 1956. Il y aura d'ailleurs une station de métro sur le prolongement de la ligne bleue à son nom. On pense à Kateri Tekakwitha, qui est la première femme autochtone à être reconnue comme sainte par l'Église catholique. Elle aura été béatifiée en 1980. Hélène Katsitsiari-Chion Gabriel, qui fut porte-parole féminine d'importance durant la crise d'Oka de 1990. Je suis vraiment désolé si j'ai mal prononcé. J'ai cherché à savoir la prononciation exacte. J'espère que je l'ai bien dit. Et plus récemment, on pense à Kateri Champagne-Jourdain, qui est la première personne d'origine autochtone à intégrer le cabinet du gouvernement du Québec en 2022 et par le même fait, première personne d'origine autochtone à devenir ministre. J'ai volontairement omis de parler du droit de vote des femmes au Québec en 1940 parce que je t'ai donné, Martin, comme mandat de nous en parler, d'autant plus que tu étais là, toi, en 1940. Non, j'étais pas là en 1940, mais je te remercie. Mes parents étaient nés, pas moi. Ben non, donc, on écoute ça tout de suite. Quand on parle du droit de vote chez les femmes au Québec, on arrive toujours à la même date, le 25 avril 1940. Une date importante, historique, attendue, très attendue même. Parce qu'entre le moment où les femmes participent activement à la société et celui où on leur permet enfin de glisser un bulletin dans une boîte, il s'est écoulé plusieurs siècles de patience. Pour comprendre pourquoi ça a pris autant de temps, il faut remonter au tout début, direction la Nouvelle-France. À cette époque, soyons honnêtes, il n'y a pas de démocratie. Personne ne vote, ni les hommes, ni les femmes. Le pouvoir descend directement du roi, avec un détour par l'Église et très peu par l'opinion populaire. Donc techniquement, les femmes ne sont pas exclues du vote, puisque le vote n'existe à peu près pas. Mais attention, absence de droit politique ne veut pas dire absence de pouvoir. En Nouvelle-France, les femmes sont partout. Elles gèrent les terres, administrent des commerces, élèvent des familles nombreuses et quand leur mari meurt, ce qui arrive souvent, elles deviennent veuves gestionnaires, parfois plus redoutables que n'importe quel fonctionnaire royal. Elles ne siègent pas à un conseil, mais elles prennent des décisions, et souvent des décisions très concrètes. Certaines religieuses, comme Marie de l'Incarnation, écrivent, enseignent, organisent et influencent. Elles ne votent pas, mais elles font clairement avancer les choses. Bref, les femmes participent à la vie publique, même si personne ne pense encore à leur donner une tribune officielle. Puis arrive la conquête britannique de 1760. Et là, surprise, avec l'acte constitutionnel de 1791, le Québec entre dans un système parlementaire. On parle maintenant d'élections. Et comme les lois électorales parlent de propriétaires sans préciser le sexe, certaines femmes votent. Et oui, des femmes votent au Québec entre 1791 et 1849, principalement des veuves propriétaires, mais quand même, elles se présentent aux urnes, votent légalement et personne ne s'évanouit sur place. La société continue de fonctionner. Mais en 1849, quelqu'un se dit manifestement « Minute là, ça commence à faire beaucoup de femmes cette histoire-là. » On modifie la loi, on précise que seuls les hommes peuvent voter. Et voilà, le droit de vote des femmes disparaît officiellement. Le Québec réussit l'exploit historique et peu enviable d'avoir permis le droit de vote des femmes avant de l'interdire. À partir de là, il faudra se battre. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des femmes commencent à revendiquer ouvertement le suffrage. Elles écrivent, organisent des pétitions, prononcent des discours. Des noms ressortent, Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain. Elles sont calmes, déterminées et surtout persistantes. Mais au Québec, la résistance est solide, très solide même. L'influence de l'Église catholique est forte et on craint que le vote des femmes bouleverse l'ordre social. On répète que la femme vote déjà par l'entremise de son mari,
Une logique qui suppose au passage que tous les maris écoutent attentivement leur épouse, ce qui, disons-le, relève parfois de la fiction. Pendant ce temps, ailleurs au Canada, les choses avancent. En 1918, les femmes obtiennent le droit de vote au fédéral. Les Québécoises peuvent donc voter pour le Parlement à Ottawa, mais pas pour leur propre gouvernement provincial. Une situation un peu absurde qui dure plus de 20 ans. Finalement, en 1940, sous le gouvernement d'Adélard Godbout, le Québec accorde enfin le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Le 25 avril, la loi est adoptée et cette fois, c'est définitif. Pas de retour en arrière. Quand les Québécoises votent pour la première fois aux élections provinciales, elles ne débarquent pas de nulle part. Elles arrivent après des siècles de participation invisible, de responsabilités assumées sans reconnaissance et de patience remarquable. L'histoire du droit de vote des femmes au Québec, ce n'est donc pas celle d'un réveil soudain, c'est celle d'une longue marche, une marche commencée en Nouvelle-France, poursuivie dans l'ombre et enfin reconnue officiellement en 1940. Comme parfois, il faut beaucoup de temps pour simplement obtenir le droit de dire son mot. « 1940. » Quand même, hein? Ça me trouble quand même à chaque fois. Puis, tu sais, on s'entend, ils ont eu le droit de vote en 1940, mais toi et moi, on a quand même entendu des histoires d'hommes qui disaient à leurs femmes « T'es mieux de voter comme moi pour pas annuler mon vote. » Donc, bon, hein, ils ont eu le droit de vote. C'est comme 2 droits de vote pour les hommes, finalement. Oui, c'est ça. Mais bon, heureusement, ils ont eu le droit de vote. Et là, s'il vous plaît, on leur enlève plus, hein? Merci. Pour continuer dans cet épisode qui rend hommage aux femmes, on a décidé aujourd'hui de vous parler d'une famille qui existe au Québec grâce à une femme, soit la famille Auclair. Et on a également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Guy Auclair de l'Association des Auclairs d'Amérique. Bonjour, M. Auclair. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Association des Auclairs, la fondation? Quand est-ce que ça a parti tout ça, cette belle histoire-là? Oui, l'Association des Auclairs a vu le jour en 1995. On est dans notre 31e année. Cofondé par Annick Auclair et Monsieur le juge, parce que nous, on l'appelle affectueusement le juge, mais Monsieur Robert Auclair, qui va avoir ses 100 ans au mois de mars prochain. Et dans quelques jours. Wow. Et toujours vivant. Wow. Et toujours avec nous. Ensuite, au niveau des rassemblements, je sais que les autres associations nous parlaient des fois des rassemblements une fois par année, peu importe les noms. Est-ce que vous en faites aussi des rassemblements comme ça? Oui, en fait, on fait 2 rassemblements principaux. Premièrement, notre Assemblée générale annuelle. On essaie de coupler ça avec une visite d'un lieu historique où, comme il y a quelques années, on est allé à Wendake. Et aussi, durant le temps des fêtes, on fait notre traditionnel souper ou brunch du temps des fêtes. Puis, ça rassemble environ combien de personnes? Parce que là, j'imagine que vous êtes quand même un peu partout au travers le Québec aussi. Oui, on a même des gens. On a même des gens aux États-Unis qui sont membres de notre association. Il y a des Auclairs qui s'écrivent avec O''CLERC aux États-Unis, qui sont membres de notre association. On est d'à peu près 70. C'est sûr qu'on a moins de membres qu'on a déjà été, mais c'est la même chose, je pense, pour un tas d'associations. Ben oui. Les gens vieillissent, les jeunes sont moins attirés par ce genre de regroupement-là, ce qui fait que nous, on arrive quand même à se maintenir. Là, on est autour de 70 et nos rassemblements, habituellement, c'est entre 25, 30, 35 personnes. OK. Quand même. Est-ce que vous avez un bulletin ou un journal? Donc, les gens qui sont membres de l'association, est-ce qu'ils ont de l'information là, sur la famille ou des recherches généalogiques que vous faites ou de l'information sur On a la chance d'avoir eu, moi je suis relativement nouveau, ça fait peut-être une dizaine d'années au max que je suis membre de l'association, mais la personne qui était là avant moi, qui faisait les recherches beaucoup en généalogie, nous a laissé un très bel héritage. Les gens qui veulent le consulter peuvent aller sur notre site web. Vous avez juste à taper les Auclairs d'Amérique, vous allez le trouver facilement et toutes nos recherches sont là. On a des répertoires qui permettent aussi de faire des recherches pour monter sa lignée, mais on a un très beau site là, pour donner de l'information aux gens qui veulent avoir un peu d'histoire
sur les Eau-Claire. Effectivement, le associationauclair.com, on va le partager aussi sur notre page Facebook. Puis je vous l'ai dit hors d'onde tantôt, mais effectivement, je me suis fié aussi énormément au site de l'association pour avoir les informations. Puis c'est extrêmement bien fait, le site. Les sections sont bien développées. On parle de l'ancêtre, c'est des documents en PDF qui sont faciles à lire, mais ultra intéressants. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux Eau-Clair ou qui sont eux-mêmes des Eau-Clair, je vous invite à vous rendre sur le site web. On le répète souvent, Guillaume, mais si vous êtes un Eau-Clair et que vous avez l'intention de connaître un peu plus vos origines, vous avez de l'intérêt à faire des recherches généalogiques, bien sûr, on peut tout le monde tout seul faire des recherches, mais la bonne façon, c'est toujours de contacter notre association familiale. Ils ont fait les recherches pour nous. Là. Il y a une grosse partie du travail qui a été fait. Puis ce qui est difficile en généalogie, c'est pas de trouver de l'information, c'est de s'assurer qu'on a la bonne information. Et ce tri-là, cette analyse-là, ce recoupement de données pour s'assurer qu'on a les bonnes informations, les associations familiales l'ont fait avant nous et c'est très bien fait. Là. Ils ont des gens qui connaissent bien la généalogie qui font ça. Donc, perdez pas de temps à tout recommencer de zéro. On ne réinvente pas la roue. Vous êtes un Eau-Clair, vous vous intéressez à l'histoire des Eau-Clair, vous allez voir l'association, vous devenez membre parce que c'est important de les supporter, puis vous allez avoir accès à une tonne d'informations pour vous aider à construire votre arbre. J'avais vu sur votre site web également que vous avez les bulletins L'Écho des Eau-Clair. Il sort combien de fois par année environ? 2 fois. Au début, on arrivait à faire 3 bulletins par année. Maintenant, on le fait 2 fois par année. Il faut aller chercher des gens qui vont faire des articles au début. Bon, quand on avait de la découverte sur nos recherches et tout ça, ça alimentait facilement. Mais on a pas mal, à moins de tomber là, dans nos générations. Mais pour les ancêtres et les premières générations, ça a pas mal été fait et ça l'a alimenté pendant longtemps notre bulletin. C'est vraiment super intéressant. Donc, on va y aller de l'avant avec l'histoire de la famille des Eau-Clair et vous ne vous gênez pas pour me corriger si jamais besoin il y a. Donc, pourquoi les Eau-Clair? Ben, tout simplement parce que c'est une femme qui est à l'origine de cette famille au Québec. Ça, c'est rare. Ça, c'est dans le extrêmement rare. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais pour ma part, ça fait une dizaine d'années et plus que je fais de la généalogie. C'est la seule famille que j'ai vue avec une histoire comme ça. L'histoire débute avec Pierre Eau-Clair, né vers 1627, fort probablement à La Rochelle ou du moins dans les environs. On connaît très peu d'informations sur Pierre Eau-Clair, autre qu'il va épouser une femme du nom de Suzanne Aubineau, qui est née vers 1634 à Angoulins, qui est juste au sud de La Rochelle. Le mariage est estimé à 1653. On ne connaît pas la date précise à ce jour, malheureusement. Pierre et Suzanne vont être les parents de 3 enfants, Pierre Junior, André et Anne. Malheureusement, Anne va décéder à l'âge d'environ 5 ans et moins de 2 ans plus tard, c'est au tour de Pierre à décéder le 23 février 1663 à l'âge d'environ 36 ans, et ce, toujours en France. Suzanne se retrouve donc seule avec 2 fils alors âgés de 8 ans et un peu moins d'1 an. Et dans cette même année-là de 1663, les premiers contingents de filles du roi vont quitter la France vers le Canada. Après des années de possibles réflexions, j'imagine, Suzanne va prendre finalement la décision de prendre part du programme des filles du roi et va quitter la France en 1666, alors âgée d'environ 31 ans et avec ses garçons âgés de 11 et 4 ans. OK, donc, vois-tu, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est que j'avais comme jamais réalisé que les filles du roi pouvaient être des femmes qui avaient déjà été mariées, qui avaient déjà eu des enfants. Dans ma tête, les filles du roi étaient des jeunes femmes n'ayant jamais été mariées, mais c'est pas nécessairement le cas. Hein, effectivement, c'était le cas pour la majorité. Effectivement, on y allait avec des jeunes femmes, mais effectivement, il y avait quelques veuves dans le lot, dont Suzanne. OK, fait que c'est comme ça que les premiers Eau-Clair sont arrivés au Québec. Exactement. Puis si on fait notre généalogie, quand on est un Eau-Clair, on va s'arrêter à Pierre, on va s'arrêter à André, qui sont les 2 fils de Suzanne, alors que avant tout ça, il y a la décision de Suzanne de s'embarquer dans le programme des filles du roi. C'était tout, puis on en a parlé souvent, là, décider de traverser. Là, c'est pas le programme des filles du roi comme le fait de quitter puis traverser vers l'Amérique. Pour une femme seule, ça prenait du courage, hein, M. Eau-Clair? Oui, exactement. Je veux dire, aujourd'hui, là, demander à quelqu'un de partir avec 2 enfants en avion pour s'en aller en Europe, ça prend 6 heures, 7 heures. Oui. C'est déjà rock'n'roll. Ouais. Elle part avec ses 2 enfants et pas chanceuse. Elle tombe, ça prend. À cette époque-là, traverser, c'était pour les plus courts 7 à 8 semaines. Donc, on parle de 50 quelques jours. Pour une traversée typique, c'était autour de 70 jours. Puis une traversée longue, là, ça dépassait le 84-85 jours. Elle, quand elle est arrivée, ça lui a pris 90 jours. Donc, c'est une des traversées les plus longues
qu'elle a fait. Et il faut passer au travers, les conditions d'hygiène. Il y a beaucoup de monde qui mourait sur les bateaux. Avec ses 2 enfants, d'être arrivé ici, puis d'avoir survécu avec ses 2 jeunes, moi, je Chapeau. lève mon chapeau. Oh mon Dieu, oui. Et, elle a traversé, on se rappelle, là, des enfants de 11 et 4 ans quand même. Puis on en a parlé quand même à quelques reprises là, des traversées, que c'était vraiment pas facile. Donc une traversée d'une 90aine de jours, on peut se douter que les conditions météorologiques en plus n'ont pas été particulièrement faciles. Vous vous rappelez, dans le premier épisode, je vous avais dit que les filles du roi se mariaient quand même assez rapidement. En cherchant l'histoire de Suzanne, je suis tombé sur le cas d'une autre femme qui s'appelle également Suzanne, qui était dans le même bateau. Et elle s'est mariée la journée même de son arrivée. Elle, ça, c'est vite. Ça, c'est du speed dating. Oui, quand même. Mais ce n'est pas notre Suzanne, c'est un autre. OK. Tu viens de le dire, là, les femmes se mariaient rapidement. J'imagine que même si c'est pas dans la même journée, Suzanne Aubineau va se marier relativement rapidement. C'est-tu son cas? Je crois que c'était quand même le plan, parce que le 24 août 1666, soit 13 jours seulement après son arrivée, Suzanne elle va signer un contrat de mariage avec un certain Jacques Michel, non pas le chanteur, mais plutôt un immigrant qui est au Québec depuis quelque temps. Le contrat est passé en présence de Barbe de Boulogne, qui est la veuve de l'ancien gouverneur Louis Daibou. Et selon certaines sources, ça serait possiblement cette femme-là qui aurait hébergé Suzanne et ses fils à leur arrivée. Toutefois, une semaine après avoir signé leur contrat de mariage, le couple va faire annuler ce contrat-là. C'était pas si rare non plus à l'époque, surtout dans les premières années de la colonisation. Le fait de passer un contrat de mariage, c'est un peu de réserver notre prétendant ou notre prétendante le temps de la connaître un peu plus. Généralement, on signait un autre contrat de mariage si jamais le premier ne faisait pas notre affaire. Mais Suzanne, elle va décider d'attendre un petit peu plus. Donc, c'est pas ici, aujourd'hui, quand on signe notre contrat de mariage, c'est quand on se marie. Là-bas, c'était comme on signait une intention. Exactement, c'était une promesse de mariage un peu, si on veut. Le vrai mariage se faisait à l'église par la suite. Oui, exactement. Et j'ai cherché des informations à savoir comment Suzanne subvient à ses besoins et les besoins de ses fils entre-temps, mais malheureusement, impossible de le savoir. Donc, si c'est pas Jacques Michel qui va se marier avec Suzanne, ça va être qui? Ça va être un homme du nom de Mathias Campagna, qui va être le deuxième mari de Suzanne. Mathias, lui, est arrivé au pays en 1664, donc 2 ans avant Suzanne, et il était là en tant qu'engagé pour 3 ans. Ça aussi, on en a déjà parlé. Son contrat de travail stipule que, en fait, dans son contrat, l'employeur lui demande de rester célibataire jusqu'à la fin de son contrat, soit au printemps 1667. Suzanne semble bien apprécier Mathias, d'autant plus qu'il vient de la même ville que Suzanne, soit Angoulins. Elle va donc attendre le 25 avril 1667 pour signer son fameux contrat de mariage, donc la promesse de mariage. Dans leur contrat, il est mentionné que Mathias a comme obligation de nourrir et entretenir Pierre et André, les fils de Suzanne, et ce jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans le texte initial aussi, on voit qu'il est mentionné que les garçons vont devoir être envoyés à l'école, mais cette mention-là va finalement être raturée par la suite. On ignore la date exacte du mariage, mais de façon générale, c'est environ 3 à 5 semaines après la signature, donc on peut se douter que c'était au plus tard juin 1667. Le couple va avoir ensemble 4 enfants, soit Charles, Anne-Françoise qui décède avant l'âge de 10 ans, Marie qui décède à l'âge de 17 ans sans s'être mariée et Louise qui va décéder à 2 ans seulement. Donc vraiment, Suzanne a un très mauvais karma quant au décès prématuré. D'ailleurs, Suzanne est l'ancêtre maternelle également de 90% environ des familles campagnardes du Québec, en plus d'être l'ancêtre des familles au clair. Dès 1690, la santé de Suzanne va commencer à péricliter. Elle va faire 2 séjours à l'hôpital d'une durée cumulée de 37 jours et va finalement s'éteindre en mars 1694 à l'âge d'environ 59 ans. Donc, si j'analyse l'information que tu viens de donner, mon cher Guillaume, ça veut dire que Pierre et André, les fils de Suzanne, vont être les seules personnes qui vont pouvoir transmettre la génétique familiale. Exact. Donc, as-tu de l'information sur eux? Bien, certainement. Ben, d'abord, il y a Pierre, l'aîné, qui est né en 1655 en France. Lui, il va acheter sa première terre à seulement 19 ans, en 1674, à la Petite Auvergne, ce qui équivaut environ à l'arrondissement de Charlesbourg de nos jours à Québec. Il va faire la culture, mais ses récoltes ne sont pas suffisantes pour payer sa dette, son hypothèque un peu, si on veut. Il va donc être obligé
obligé de revendre sa terre rapidement, malheureusement. Ensuite, en 1678, alors qu'il est âgé de 23 ans, il va s'installer à l'ouest de Charlesbourg et l'année suivante, il va marier Marie-Madeleine Cédillo, âgée de 14 ans, le 6 mars 1679. Le couple, Martin, va avoir ensemble 17 enfants. Ah, ça aide à propager le nom, ça? Quand même, Pierre et Marie-Madeleine vont faire partie des seulement 38 familles du régime français qui auront plus de 17 enfants et plus. Donc, ça se compte sur presque 3 mains et demie le nombre de familles qui ont eu 17 enfants et plus. De ces 17 enfants-là, il y a 2 hommes et 5 femmes qui vont rejoindre la vocation religieuse et il y a 5 adultes, qui vont se marier, donc 2 hommes et 3 femmes. Les autres décèdent soit à l'enfance ou au début de l'âge adulte sans s'être mariés. Pierre décède en 1741 à l'âge respectable de 86 ans quand même. André, son frère, quant à lui, va naître en 1662, se marier à seulement 18 ans, le 17 février 1681. Son épouse est Marie Bédard, qui, elle, est âgée de 16 ans et malgré son jeune âge, Marie est déjà veuve de son premier mari qui s'appelait Nicolas Huppé, un mariage qui aura duré que quelques semaines, comme Nicolas décède très peu de temps après leur union. Une fois marié, André va prendre en charge les affaires de Marie qui n'aura pas eu droit à tout ce qui avait été promis. D'abord, André va devoir régler une facture de 19 livres pour l'Hôtel-Dieu de Québec, ce qui laisse croire que son premier époux à Marie avait été hospitalisé avant son décès. Mais au-delà de cette facture-là, André Auclair va poursuivre Michel Huppé, donc le père du premier époux de Marie, parce qu'au mariage de Marie et de Nicolas, le père du marié s'était engagé à donner un montant de 300 livres, mais il n'aura donné que 147 livres, donc la moitié si on arrondit. Une fois amené devant les tribunaux, il va être obligé de payer le reste du montant. André va également se rendre en France au printemps 1690 parce que le père de Marie décède là-bas et l'héritage qui consiste en de l'argent et des biens doit être récupéré. On ne pouvait pas envoyer ça par virement Interac à cette époque-là, malheureusement. Ouais. Durant son absence, il va demander à son beau-frère Louis Bédard de prendre soin de sa sœur Marie et de leurs 9 enfants. André n'aura pas la chance de son frère parce qu'il va à peine voir ses enfants grandir. Il décède le 14 mai 1699 à Charlesbourg à seulement 37 ans. Et pire que ça, en fait, son épouse ne sera pas tant plus chanceuse. Elle va décéder 4 ans plus tard à l'âge de 38 ans. Les petits Auclair vont donc être confiés à Pierre, leur oncle paternel. En termes de répartition des descendants Auclair, c'est environ 80-20. Donc, environ 80% des Auclair ont Pierre comme ancêtre, alors qu'une vingtaine de pourcents des gens ont André comme ancêtre. Peu de gens portent le nom Auclair qui ont marqué l'histoire du Québec, autre que le prêtre Étienne Auclair dit Desnoyers, un prêtre missionnaire du bas du fleuve qui était très apprécié. D'ailleurs, la ville d'Auclair dans le bas du fleuve est nommée en son honneur. Il n'existe aucune rue, aucune rivière, aucune route ou peu importe du nom de Suzanne Aubineau, de Pierre Auclair ou André Auclair. En fait, il existe la rue Pierre Auclair à Québec, mais c'est même pas en l'honneur du fils de Suzanne, mais plutôt en l'honneur d'un autre homme du nom de Pierre Auclair qui était propriétaire de la terre où se trouve la rue fin des années 1800, début 1900. Bien que seulement 2 fils aient donné le nom Auclair, le nom se retrouve quand même au 344e rang des noms les plus communs aujourd'hui. Là, M. Guy Auclair, va falloir qu'on appelle la Commission de toponymie du Québec. Il faut que Suzanne ait une rue à son nom, s'il vous plaît. On doit faire quelque chose. Mais je vais vous apporter une information. J'aime ça. À l'été dernier, en juillet 2025, vous dites qu'il n'y a pas de rue qui porte le nom de Suzanne Aubineau à Saint-Vivien. Ils ont nommé une rue en l'honneur de Suzanne Aubineau. Yes. Et je vous lis dans le journal ce qu'ils ont rapporté. Ils veulent féminiser des noms de rues. Alors, ils ont donné le nom de Colette Besson et Suzanne Aubineau. Et on dit ceci. Suzanne Aubineau, quant à elle, est un enfant du pays. Elle est née à Saint-Vivien et a eu le courage ou l'inconscience d'embarquer seule avec ses 2 enfants pour le Québec. Alors, il y a une rue à Saint-Vivien. C'est une belle nouvelle. Je l'ai dit et je le redis, c'est pour ça qu'on invite les associations, c'est pour nous corriger quand on fait des petites erreurs. Il y a des auditeurs qui demandent. C'est fait depuis quand, ça? L'été passé, vous avez dit? L'été passé, en juillet 2025. Donc, c'est fait, là, la pancarte est posée, c'est un poteau. Là. Oui. Bon, s'il y a des gens de la région, là, prenez-nous une photo et envoyez-nous ça, on veut voir ça. S'il vous plaît. Monsieur Auclair, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents sites, pages Facebook qu'on peut vous suivre? Oui, on a bien sûr notre site, associationauclair.com. On a une page Facebook,
c'est pas moi qui l'entretiens, mais oui, quelqu'un de l'association qui a sa page Facebook. Et puis quand vous parliez de la véracité de l'information, je vous ai pas corrigé parce que c'est exactement ça qui est correct. Fait que vous êtes bon, vous avez fait vos leçons. Ben encore là, comme j'ai dit, j'ai pris les informations sur votre site parce que c'était très bien fait. Donc, vous pouvez aussi vous donner une petite tape dans le dos là-dessus. Là. Mais en plus, quand vous parliez de l'importance de valider l'information, c'est que en plus d'être administrateur de l'Association des Hautes-Claires, je suis aussi président de la Société de généalogie de Québec. Oh! Donc, oui, là, on a au-dessus, on est aux alentours de 1650 membres là, dans la Société de généalogie de Québec. Donc, oui, l'importance de vérifier. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut aller sur Internet trouver n'importe quoi, mais des fois, ça aide. Mais moi, je dis toujours aux gens, allez vérifier la source, s'il vous plaît, pour être sûr que vous avez la bonne information. Parce que des fois, c'est pas malveillant, c'est juste une erreur. Puis une erreur qui est transmise, ben ça devient des fois, on pense que c'est la réalité, mais non. Et puis, dans les associations comme les vôtres, si ma mère, par exemple, était une Haut-Claire, mais que j'en suis pas un, est-ce qu'on peut quand même se joindre à votre association? Oui. OK, donc on n'est pas obligé d'avoir le nom, seulement d'avoir quelqu'un à proximité de nous. C'est ça, exactement, oui. On vous remercie énormément de votre présence avec nous aujourd'hui. On va mettre tous les liens vers votre site web et votre page Facebook sur notre page Facebook, bien évidemment, parce que c'était un plaisir de vous recevoir. Cet épisode a été présenté par généalogie-québec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, et avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. En tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Et oui, on rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous écrire en tout temps. Il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Vous pouvez écrire à studio@passédécomposé sans accent.com. Vous pouvez visiter notre site web. Oui. Donc, le passédécomposé.com. Il y a là toute l'information pour nous écrire, de l'information sur le balado. Vous avez accès aussi aux archives de tous nos balados. Tout est là. Donc, si vous voulez réécouter des épisodes précédents, là, si vous venez de nous attraper pour la première fois, ben, il y a des épisodes. Il y a une dizaine d'épisodes avant celui-là. Vous pouvez aller reculer et aller écouter les épisodes précédents. Tout est disponible là-bas. Puis, gênez-vous pas pour nous écrire un petit mot, un petit commentaire, on est preneur et puis on répond là, à tous ceux qui nous écrivent. On n'a pas encore atteint la quantité de courriels qu'on n'est plus capable de gérer. Non, quand même. Mais c'est toujours intéressant. Il y a 2 épisodes, là, on avait eu l'histoire de Estelle là, qui nous avait raconté son arrière-grand-mère qui était venue. Donc, des histoires comme ça, c'est toujours très intéressant. Est-ce que tu veux savoir notre prochain thème, mon cher? Oui, parce qu'il faut qu'on se prépare. Ah, c'est vrai. Donc, au prochain épisode, on va vous parler de justice et de loi ainsi que de la famille Charbonneau. Oh, on se prépare. On se prépare tout de suite. Oui. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit donc dans 2 semaines. Bonne semaine. Bye bye. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé des contes.